Le ciel de Nantes est d'un gris uni ce matin-là, ce gris qui ne promet ni véritable pluie ni éclaircie. Sur le quai de la Loire, les joggeurs passent avec leurs écouteurs, les vélos se faufilent, les bus éclaboussent les flaques. Dans un immeuble moderne de l'île de Nantes, au 6e étage, la lumière est déjà allumée dans un grand open space aux murs végétalisés. Sur une paroi de verre, on peut lire en lettres blanches « Foodwise », réinventer la manière de manger en ville. Dans le bureau du fond, fermé par une baie vitrée, un homme se tient déjà debout devant un tableau blanc. Thomas Lenoir, 42 ans, chemise bleu clair, manches retroussées, barbe de 3 jours savamment entretenue, marqueur à la main, PDG de Foodwise, start-up devenue PME florissante qui livre des repas bio, locaux, à vélo, à des milliers de Nantais. Sur le papier, il a réussi tout ce qu'il s'était promis. Une entreprise à impact, des chiffres en croissance, des articles dans la presse, des invitations à parler dans des conférences sur le futur durable de l'alimentation. Sur le papier, dans la vraie vie, Thomas a des cernes qu'aucun éclairage flatteur ne parvient à gommer. Et surtout, il a peur. Tous les jours, peu de gens le savent, il regarde l'heure sur sa montre connectée. 8-10 Sep. Dans 2 heures, il a un rendez-vous qui l'angoisse plus que toutes ses réunions avec des investisseurs réunis. Une visite de l'assistante sociale et de la psychologue de l'aide sociale à l'enfance. Un bilan de la situation familiale qu'il a accepté, presque demandé, après la crise de trop de sa fille. Emma, 8 ans. Cheveux châtains en bataille, yeux sombres qui voient tout, mais qui parfois se ferment brusquement, comme si elle coupait le contact avec le monde. Depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, Emma a développé des angoisses qui débordent. Crise de panique la nuit, mutisme à l'école certains jours, colère explosant pour un jouet déplacé. Thomas a essayé. Il a mis en place un suivi psy, il a changé d'école, il a aménagé ses horaires, mais il se sent toujours en retard d'une solution. La dernière crise a eu lieu 1 semaine plus tôt. Emma, prostrée sous la table du salon, répétant « Maman va partir, maman va partir », alors que sa baby-sitter, pourtant douce, disait simplement qu'elle rentrait chez elle. Ce soir-là, Thomas s'est retrouvé assis par terre à côté d'elle, incapable de la rassurer. Le lendemain, la psychologue scolaire a suggéré de solliciter un bilan plus global. « Ce n'est pas une remise en question de vos capacités de père », a-t-elle dit. C'est une façon de vous entourer. Thomas a acquiescé. Mais au fond, il y voit surtout une menace. Et si quelqu'un décidait qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'arrive pas à donner à Emma ce dont elle a besoin? La boîte mail de Foodwise sonne, une notification après l'autre. Il n'en ouvre aucune. Il attrape plutôt son téléphone personnel, ouvre la conversation. « Emma, ma puce, les dames de l'aide sociale viennent ce matin. On va leur montrer comment on vit tous les deux, d'accord? Je serai là. Je t'aime, papa. » Le message reste sans réponse. Emma lit rarement ses SMS le matin. Une boule se forme dans la gorge de Thomas. Il se redresse, enfile sa veste, sort de son bureau. « Tu files déjà ?» demande son directeur financier en levant la tête de son laptop. « J'ai un rendez-vous important à la maison », répond Thomas. « Tu peux prendre le point avec l'équipe logistique à ma place ? » « Bien sûr. »« Tout va bien ? » ?»« On verra, » dit-il, évasif. Il prend l'ascenseur, traverse le hall où trônent des caisses de légumes pour une photo Instagram et sort dans l'air frais. De l'autre côté de la ville, au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier Saint-Félix, Inès Duret claque la porte de son appartement avec un peu trop d'énergie. « On va être en retard, Yanni !» crie-t-elle. « J'arrive !» répond une voix d'ado depuis la chambre. Yanni sort enfin, sac à dos sur une épaule, sweat à capuche, écouteurs déjà vissés dans les oreilles. « Enlève au moins un écouteur quand je te parle !» soupire Inès. Il obtempère, à moitié. « T'es stressé ?» dit-il. « Comme quand tu fais des budgets. Je suis stressé parce que si on rate encore une fois le tram, je vais arriver en retard au boulot et je suis déjà en période d'essai. » Elle attrape ses clés,
son sac, un tote bag rempli de dossiers, et vérifie par réflexe la boîte aux lettres du couloir. Une enveloppe blanche, a en tête, cabinet d'architecture Duret, fils. Elle se fige. Duret, pas un hasard. Elle la glisse dans son sac sans l'ouvrir. Pas maintenant. Le temps est déjà trop serré. Dans la rue, il marche vite jusqu'à l'arrêt de tram. « Tu restes à l'étude ce soir ?» demande TL. « Le prof de sport a dit qu'il y avait entraînement de basket », répond Yanni. « Tu avais oublié. » Il n'y a pas de reproche dans sa voix, juste un constat. Ça fait encore plus mal. « Non, j'avais pas oublié, ment-elle. J'avais juste mis ça dans un coin de ma tête. » Yanni hausse les épaules. « C'est bon, man. Je me débrouille. Je suis plus un bébé. » Elle le regarde du coin de l'œil. Il a déjà presque sa taille. 15 ans, le visage encore enfantin par moments, et des épaules qui s'élargissent. Elle se demande quand c'est arrivé. Inès a 38 ans. Elle est mère solo depuis la grossesse. Le père de Yanni, un collègue d'époque, a disparu de l'équation dès qu'elle a prononcé le mot « bébé ». Elle a élevé son fils avec des petits boulots, des menus travaux, des postes d'assistante, souvent en CDD. Aujourd'hui encore, elle recommence à zéro, assistante événementielle pour une agence qui organise des séminaires et des team building pour des entreprises. Ce matin, il y a justement un important rendez-vous, un nouveau client stratégique, un PDG très médiatisé, qui veut organiser un séminaire, impact et engagement pour ses équipes. « T'inquiète, dit Yanni soudain. T'es forte. Tu vas les gérer, tes gens en costume. » Elle sourit, touchée. « Et toi, t'es fort aussi, tu sais. » Il lève les yeux au ciel, mais un petit sourire se dessine. Le tram arrive, bondé. Une journée comme tant d'autres commence. Pourtant, à la fin de cette journée, Inès va croiser quelqu'un qui tient, sans le savoir, une partie de son futur dans un dossier bleu. Et Thomas va rencontrer une femme à qui il proposera un contrat un peu fou. Un contrat de travail, oui. Mais surtout, un contrat qui n'a rien à voir avec ceux que l'on signe dans une salle de réunion. La matinée d'Inès est une succession de prises de notes, de brainstormings et de calls. Dans la salle de réunion vitrée de l'agence, son patron, Hugo, défile des slides. Donc, pour ce client-là, Foodwise, on doit faire un truc vraiment différent, dit-il. Le PDG veut quelque chose de cohérent avec leurs valeurs. Bien, être, écologie, alimentation, tout ça. Inès tape sur son clavier. Concentrée. La porte s'ouvre. Une assistante passe la tête. Ils sont là, Hugo. Parfait. On les fait entrer. 2 hommes apparaissent. L'un, costume sombre, lunettes fines, air sérieux. L'autre, sans veste, chemise claire, un dossier bleu sous le bras. « Bonjour, je suis Thomas Lenoir, PDG de Foodwise », se présente ce dernier en serrant les mains. Inès se fige intérieurement. Le nom lui dit quelque chose. Elle a déjà lu des articles sur lui. Le patron qui veut verdir la livraison de repas, un PDG engagé, le start-upper père célibataire qui concilie business et vie familiale. Elle ne s'attendait pas à le voir en vrai. Là, devant elle, avec un sourire un peu pressé. « Et voici Marc, mon directeur des opérations », ajoute-t-il. Il s'installe. La présentation commence. Hugo parle beaucoup, trop. Il déroule des concepts, des slides, des mots anglais. Thomas écoute, prend quelques notes, pose des questions précises. Inès remarque qu'il revient toujours au même. Comment ça se passe concrètement pour les équipes? Est-ce qu'on peut éviter les trucs trop infantilisants? Comment on fait pour que les personnes un peu introverties ne se sentent pas forcées? Des détails qui disent beaucoup sur lui. À un moment, Hugo propose un atelier Escape Game sur le thème de la survie en entreprise. Je préfère éviter les scénarios où on parle de survie, de danger, coupe Thomas. Certains de mes salariés ont déjà leur lot de stress. Je veux quelque chose de plus apaisant, disons. Hugo le rassure, en souriant. Inès note sa remarque, déjà des idées qui germent. À la fin du rendez-vous, alors que tout le monde se lève,
Thomas range ses papiers et aperçoit le cahier d'Inès, ouvert à une page où elle a dessiné un schéma. Des flèches, des petites silhouettes, un cercle central avec écrit « Temps calme, forêt, respiration ». « C'est vous qui avez fait ça » demande-t-il spontanément. Elle rougit. « Oui, c'est juste, des notes, ce n'est rien. Au contraire, c'est très clair, dit-il. J'aime bien l'idée de « temps calme » dans un séminaire. Tout le monde croit qu'il faut remplir jusqu'au dernier quart d'heure. Il relève les yeux. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Elle hésite. Question banale, mais elle y entend de l'intérêt réel. « 2 semaines, » répond-elle. « Je suis encore en période d'essai. »« Eh bien, j'espère qu'ils auront le bon sens de vous garder. » Glisse-t-il avant de la saluer. Cette phrase, toute simple, reste dans un coin de la tête d'Inès. On ne lui dit pas souvent qu'elle a de la valeur. Pendant que le séminaire se prépare côté agence, la vie continue pour Thomas côté perso. Le rendez-vous avec l'assistante sociale, 2 jours plus tôt, ne l'a pas rassuré. Dans son salon, il avait préparé des biscuits, de l'eau, rangé tous les jouets. Emma était restée silencieuse, assise sur le canapé, serrant contre elle son vieux lapin en peluche. « Emma, tu veux nous montrer ta chambre ?» avait proposé la psychologue. « Non », avait-elle répondu, sans lever les yeux. Les questions s'étaient enchaînées, polies, mais intrusives. Qui s'occupe d'Emma après l'école? Avez-vous du relais familial? Pourquoi avez-vous changé d'école l'année dernière? Et la maman, quelle place a-t-elle dans votre récit familial? Sa mère est morte dans un accident, avait répondu Thomas, la gorge serrée. On en parle, mais sans faire un musée de son absence. À la fin, la conclusion avait été nuancée. « Vous êtes un père très investi, monsieur Lenoir », avait dit l'assistante sociale. On ne remet pas cela en cause. Mais Emma a besoin d'un cadre plus rassurant au quotidien. Les babysitters qui changent, les nounous intérimaires, tout ça renforce son sentiment d'instabilité. « Que me conseillez-vous » avait-il demandé. « Une présence stable » avait répondu la psychologue. « Une personne de confiance, référente, qui soit là le matin, le soir, un visage identifiable, une sorte de gouvernante moderne, si vous voulez, mais avec une vraie sensibilité éducative. » Elle avait ajouté, en regardant Thomas dans les yeux, « Vous êtes beaucoup sollicité par votre entreprise. Vous ne pouvez pas être partout, et vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. » Ces mots lui tournent encore dans la tête quand il débarque à l'agence pour un 2e rendez-vous sur le séminaire. Hugo parle encore de logistique. Inès, elle, présente un module qu'elle a imaginé. Un moment en binôme, parent-enfant intérieur, explique-t-elle. On demanderait aux participants de se souvenir d'un moment de leur enfance où ils se sont sentis en sécurité, puis d'écrire à cet enfant. C'est un peu thérapeutique, mais ça peut rester léger. Thomas l'écoute, captivé. « Vous avez déjà animé ce genre de choses » demande-t-il. « Pas avec des cadres stressés » répond-elle en souriant. « Mais j'ai animé des ateliers pour des parents d'élèves, au collège de mon fils. On parlait justement de comment créer des moments de sécurité pour leurs enfants. Vous avez un fils ? » La question lui échappe. « Oui, Yanni, 15 ans. » Elle se reprend. « Pardon, ce n'est pas le sujet. »« Si, au contraire, » dit Thomas. « Ça m'intéresse. » Ils échangent un regard, un peu plus long que nécessaire. Hugo intervient, inconscient de la tension fine qui s'installe. « De toute façon, on vous proposera un programme complet, monsieur Lenoir. Vous pourrez choisir. » Plus tard, en sortant de la salle, Thomas descend avec Marc dans l'ascenseur. L'assistante là, Inès, tu l'as remarqué? Lance-t-il. Marc sourit. Professionnellement ou? Professionnellement, d'abord, grogne Thomas. Elle a compris en 10 minutes ce qu'on essaie de faire avec nos équipes, et puis, il hésite. Elle a l'air d'avoir un vrai truc avec les gens, et avec les enfants, apparemment. Marc le regarde. Tu penses à Emma? Thomas ne répond pas tout de suite. Une idée, un peu folle, commence à germer. Une idée qui fait peur, et qui, en même temps, lui donne une lueur d'espoir.
Les semaines suivantes sont intenses. Le séminaire est un succès. Dans une grande maison à la campagne, les équipes de Foodwise découvrent les ateliers d'Inès. Respiration, écriture, parcours dans la forêt, cercle de parole. Thomas observe. Il voit sa directrice marketing, toujours sur la défensive, fondre en larmes en parlant de sa peur de mal faire. Il voit un livreur raconter qu'il n'a pas mis les pieds chez le médecin depuis des années. Et surtout, il voit Inès gérer tout ça avec une justesse qui l'impressionne. Le soir, quand les participants sont couchés, Thomas et Inès se retrouvent dans la cuisine, à ranger les tasses. « Tu as fait un truc dingue aujourd'hui », lui dit-il. « Je n'ai rien fait de spécial », répond-elle. « Je leur ai juste donné l'espace pour déposer des choses. »« Tu sous-estimes complètement ton travail », réplique-t-il. Elle hausse les épaules. « Je fais ça aussi avec les parents de l'école de mon fils, tu sais. On n'a pas besoin d'être PDG pour avoir peur de ne pas être à la hauteur. » Il se tait un instant. « C'est drôle que tu dises ça. » Il pose une tasse, la regarde. « J'ai un problème à la maison, Inès. Avec Emma. » Elle se fige, surprise qu'il se confie aussi directement. La psy et l'assistante sociale pensent qu'elle a besoin d'une présence stable, explique-t-il. Pas juste des babysitters. Une personne qui soit là tous les jours, qui puisse l'aider à se sentir en sécurité. Il inspire, et moi, je n'arrive pas à tout faire. Elle ne se moque pas. Elle ne lui sort pas le discours sur « on ne peut pas être partout ». Elle écoute. « Vraiment. Tu as de la famille ?» demande-t-elle. « Ma mère est à Angers, mon frère à Toulouse. Ils viennent quand ils peuvent, mais ils ont leur vie. Et puis, Emma n'aime pas trop les changements. » Il hésite. Sa prochaine phrase lui tourne dans la tête depuis des jours. « Je pensais à un contrat, dit-il enfin. Un vrai contrat de travail, avec un salaire correct, un logement de fonction. » Il cherche ses mots. « Je voudrais embaucher quelqu'un pour être la personne stable d'Emma. Pas juste une nounou, pas juste une femme de ménage. Quelqu'un qui l'accompagne dans ses rendez-vous, le matin, le soir. Qui travaille avec sa psy. Qui crée des rituels, des points de repère. » Il relève les yeux vers Inès. « Et, en te voyant travailler, en te voyant avec les gens, je me suis dit que tu pourrais être cette personne. » Elle le regarde, abasourdie. « Moi ?» Elle rit, nerveuse. « Thomas, je suis assistante événementielle, pas éducatrice spécialisée. Tu as quelque chose que les diplômes ne donnent pas, répond-il. Tu sais écouter, tu sais parler aux parents, aux enfants. Tu as une expérience de mère solo. Tu sais ce que c'est que d'être débordé. » Il poursuit, conscient que ce qu'il dit est énorme. « Je ne te propose pas un service. Je te propose un vrai poste, un contrat d'1 an, renouvelable. CDI à la clé si ça fonctionne. Salaire plus élevé que ce que tu as aujourd'hui. Et, il hésite, un logement dans la maison. Il y a un étage indépendant, avec 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine. Tu pourrais y vivre avec ton fils, sans loyer. » Il s'empresse d'ajouter « Tu ne serais pas à ma disposition 24 heures sur 24, on définirait des horaires, des espaces. Je ne te demande pas d'être disponible pour moi. Je te demande d'être un repère pour Emma. Et, évidemment, je te laisserai le temps de réfléchir, de parler avec ton fils. » Inès a l'impression que le sol se dérobe un peu sous ses pieds. Elle pense à son appartement au loyer qui augmente, à la lettre de la SCI qu'elle a finalement ouverte, hausse de loyer, menace de non-renouvellement de bail, à son contrat précaire à l'agence avec un patron qui parle déjà de restructurer l'équipe, et elle pense à Yanni, à sa façon de lui dire qu'il se débrouille, à ses yeux quand il la voit rentrer épuisée. « Tu voudrais que je vive chez toi ?» demande-t-elle, méfiante. « Je voudrais qu'Emma ait l'impression de vivre dans un endroit où les adultes sont là pour elle, » explique Thomas. « Et je sais que c'est un énorme truc que je te propose. C'est pour ça que je parle de contrat, pour que tout soit clair. Tu aurais tes horaires, tes jours de congé, ton indépendance. » Il sourit, un peu maladroit, « Et je te promets que je ne te demanderai pas de m'amener mon café dans mon lit. »
Elle éclate de rire malgré elle. Heureusement, son cerveau tourne à toute vitesse. C'est fou, c'est trop. Mais c'est aussi une porte de sortie, une possible nouvelle vie. Et Yanni, là-dedans, demande-t-elle, tu crois qu'il va vouloir déménager, aller vivre chez le PDG de Foodwise? Il a 15 ans, c'est pas simple. Je ne te demande pas de me donner une réponse ce soir, répète Thomas. Je te demande juste d'y penser. Viens voir la maison, avec lui si tu veux. Parlez-en. Et si tu dis non, je trouverai une autre solution. Je ne m'arrêterai pas de chercher pour Emma. Mais j'aimerais vraiment que ce soit toi. Inès le regarde. Elle voit l'homme, pas seulement le patron. Un père qui a peur, qui s'agite, mais qui est prêt à bouger des montagnes pour sa fille. Elle sent aussi, au fond d'elle, une inquiétude. Et si elle acceptait? Et si tout s'écroulait? Et si elle n'était qu'une pièce remplaçable dans la vie d'un homme trop puissant? Elle ne sait pas encore que ce contrat, s'il est signé, ne sera que le début d'une histoire où les clauses les plus importantes ne seront jamais écrites sur le papier. 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, Inès se tient devant une grande maison blanche aux volets gris, dans une rue calme de 30 Moult, ancien village de pêcheurs devenu quartier prisé. Yanni, à côté d'elle, regarde la façade en soufflant. « Sérieux, man, on va vraiment visiter la villa d'un gars que tu connais à peine? »« Je le connais un peu plus que « à peine », grogne-t-elle. « Et je n'ai pas dit qu'on allait s'installer. On regarde, on discute. On n'est obligés à rien. » Elle sonne. La porte s'ouvre sur Thomas, en jean et t-shirt, les cheveux un peu en bataille, un tablier de cuisine autour de la taille. « Entrez, dit-il, un peu essoufflé. « Pardon, j'étais en train de rater un gâteau. » Yanni l'observe. Douteux. Ce n'est pas l'image qu'il se fait d'un PDG. « Emma !» appelle Thomas. Inès et Yanni sont là. Une petite tête apparaît dans l'escalier. Cheveux bruns, grandes lunettes, pull à rayures. « Bonjour !» murmure Emma. « Bonjour !» répond Inès, avec un sourire doux. Elle se penche un peu. « Tu veux bien me montrer ta chambre ?» Emma hésite, puis descend les marches une à une. « Si tu veux. » Yanni, lui, suit Thomas jusqu'à la cuisine, attiré par l'odeur du chocolat. « Tu joues à la play ?» lui demande Thomas, au lieu de lui parler d'emblée de contrat. « Un peu ?» répond Yanni, méfiant. « Pourquoi ?»« Parce qu'il y a une console dans le salon, » avoue Thomas. Mais Emma ne sait pas s'en servir. « J'aurais être besoin d'un expert. » Le regard de Yanni se détend légèrement. Pendant ce temps, Emma montre sa chambre à Inès. Les murs sont couverts de dessins, de guirlandes lumineuses. Une moitié du lit est envahie de peluches. « Elle est chouette ta chambre, » dit Inès. « Tu l'as décorée toute seule ?»« Papa m'a aidé pour les guirlandes, » murmure Emma. « Mais les dessins, c'est moi. » Elle pointe une feuille avec une maison et 4 personnages. Un grand, un moyen, 2 petits. « C'est qui eux ?» demande Inès, sans insister. « C'est avant, » répond Emma. « Quand maman était là. » Elle ajoute, plus bas. « Papa, il dit que maintenant, on est quand même une famille à 2. Mais des fois, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Pas pour remplacer maman. Juste pour que ça fasse moins vide. » Ces mots frappent Inès en plein cœur. Elle pense à toutes ces soirées où Yanni mangeait des pâtes devant la télé, pendant qu'elle finissait un dossier. À toutes les fois où elle s'est sentie, elle aussi, moins famille, parce qu'ils n'étaient que 2. « Moi aussi, j'ai été dans une famille à 2 longtemps, » dit-elle doucement. « Mon fils et moi. Ça nous allait bien, mais des fois, on se sentait un peu seul. » Elle sourit. « Tu sais, les familles, ça peut s'agrandir de plein de façons. Par des amis, des voisins, des gens qu'on rencontre. » Emma la regarde longuement. « Tu viendras ici ?» demande-t-elle, presque brusquement. La question surprend Inès. Elle n'a pas encore décidé. Elle se sent happée par le regard de la petite. « Je réfléchis, » répond-elle honnêtement. « Il faut que j'en parle avec Yanni, et que je sois sûre que c'est une bonne idée pour tout le monde, pour toi, pour lui, pour moi, pour ton papa. » Emma baisse la tête. « D'accord. » Inès ajoute, « Mais si je viens,
Ce sera parce que j'en ai envie, pas parce que quelqu'un me force. Tu comprends? Emma hoche la tête. Maman disait toujours qu'il ne faut pas forcer les gens à rester, murmure-t-elle. Parce qu'après, ils partent quand même, mais ça fait plus mal. Inès avale sa salive. Maman avait raison, dit-elle. Dans la cuisine, Thomas se retrouve seul avec Yanni pendant que le gâteau finit de brûler au four. Ta mère t'a parlé de ce que je lui ai proposé? Demande Théil, sans détour. Un peu, répond Yanni. Elle a dit que tu voulais qu'elle soit la personne de ta fille. C'est une façon de le dire, sourit Thomas. Je veux surtout quelqu'un qui puisse être là pour elle quand je ne peux pas, et qui ne soit pas juste de passage. Yanni joue avec la cuillère en bois. Et moi, là-dedans, toi, tu aurais ton espace ici, répond Thomas. Une chambre rien qu'à toi. Peut être même un coin pour un panier de basket dans le jardin. Il marque une pause. Et tu aurais le droit de me dire si un truc ne te convient pas. On en parlera tous les trois. Je ne veux pas que tu aies l'impression que la vie de ta mère est dirigée par un contrat que tu n'as pas choisi. Yanni le regarde, surpris par cette franchise. Je n'ai pas l'habitude qu'on me demande mon avis, dit-il. Les adultes, d'habitude, ils décident, et puis c'est tout. Et moi, je m'adapte. Thomas sent que cette phrase en dit long sur l'histoire d'Inès, sur les hommes qui ont pu passer, vite, sans prendre de place, sans en laisser non plus. Eh bien, ici, j'aimerais bien qu'on essaye autre chose, répond Thomas. Il hésite. Tu sais, je n'ai pas demandé à être père solo. Je pensais que j'aurais une femme à mes côtés, pour élever Emma. La vie en a décidé autrement. Je me débrouille, mais il cherche ses mots. Je ne veux pas que ma fille soit l'otage de mon boulot, et je ne veux pas que ta mère soit l'otage de ma peur. Yanni fronce les sourcils. Tu as peur de quoi? De ne pas être assez, avoue Thomas, et de les perdre, toutes les deux, d'une façon ou d'une autre. Un silence. Yanni baisse les yeux. Moi aussi, j'ai peur de perdre Man, murmure-t-il. Parfois, quand elle rentre tard, j'imagine qu'elle va jamais revenir, ou qu'elle va trouver quelqu'un d'autre, et que moi, je serai en trop. Thomas le regarde, secoué par la lucidité de cet ado. Tu sais, dit-il, si ta mère vient ici, ce ne sera pas pour te remplacer par une autre vie. Ce sera pour essayer de se faciliter la vie à tous. Mais si tu ne te sens pas bien, c'est important que tu le dises. Il sourit. Et je te promets que si un jour, tu te dis que je suis un con, tu pourras aussi me le dire. Diplomatiquement, si possible. Mais tu pourras. Yanni laisse échapper un petit rire. Je suis assez bon pour dire les choses sans trop de diplomatie, prévient-il. Je m'en doute, répond Thomas. Quelques jours plus tard, Inès signe le contrat. Ils ont longuement parlé. Ils ont défini les horaires matin et fin d'après-midi pour Emma, plus quelques soirées, compensées ailleurs. Ils ont clarifié les rôles. Inès n'est pas la mère d'Emma, ni une bonne à tout faire. Elle est coordinatrice du quotidien, selon les mots de Thomas. Elle a négocié quelques points. Avoir le droit de refuser une tâche qui dépasse le cadre initial. Garder ses week-ends 1 sur 2 pour aller voir sa sœur à Rennes. Des séances régulières avec la psy d'Emma pour faire le point sur ce qui se joue. Et moi, je signe quoi? Demande Yanni en plaisantant. Tu signes qu'on va essayer, dit Inès en lui faisant un clin d'œil. Et que tu as le droit de crier si ça ne va pas. Le déménagement se fait en une journée. L'appartement de Saint-Félix vide. La chambre de Yanni se recompose à l'étage de la maison de Thomas. Emma, elle, observe, un peu inquiète, un peu excitée. Le premier soir, ils dînent tous les 4. Alors, il y a des règles ici? Demande Yanni. Emma lève la main comme à l'école. Papa dit qu'il faut mettre son assiette dans le lave-vaisselle, ne pas taper, et dire quand on est triste au lieu de mordre, récite T.L. Ça, c'est pour toi, précise Thomas. Pour Yanni, on va peu être ajusté. Inès rit. Le ton est donné, sérieux, mais pas militaire. Les premières semaines sont étranges. Chacun cherche sa place. Inès apprend à respecter l'intimité de Thomas, à ne pas se mêler de ses réunions en visio dans son bureau.
Thomas apprend à quitter son ordinateur quand vient l'heure de l'histoire du soir, laissant parfois un mail sans réponse jusqu'au lendemain. Emma teste. Un soir, elle hurle parce qu'Inès a mis son pyjama préféré dans la mauvaise pile. Un autre, elle refuse que Yanni touche à ses crayons. Inès tient bon, posant des limites, sans crier, sans punir arbitrairement. « Je vois que tu es très en colère, » dit-elle, « mais je ne suis pas ton punching ball. On en parle quand tu seras redescendu. » Parfois, elle s'isole dans sa petite cuisine à l'étage et laisse couler des larmes silencieuses. La responsabilité est lourde, la peur de se tromper, immense. Thomas, lui, découvre ce que c'est que de rentrer d'une journée de boulot et de trouver la maison vivante, de la musique dans la cuisine, Yanni qui coupe des tomates, Emma qui raconte un bout de sa journée à Inès. Il se surprend un soir à rester sur le seuil, à regarder la scène sans entrer. Une chaleur lui monte au cœur, une chaleur qui lui fait autant de bien que peur. « Tu vas rester planté là longtemps ?» l'interpelle Inès, en le tirant de sa rêverie. « J'analyse la situation, » répond-il. Il se rapproche. « Il paraît que j'ai signé un contrat très risqué. »« C'est toi qui l'as écrit, » rappelle Inès. « Moi, je me contente de l'appliquer. » Il y a de la taquinerie dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus doux. Les soirs d'insomnie d'Emma deviennent moins fréquents. Elle vient parfois frapper à la porte d'Inès plutôt qu'à celle de son père. « Je peux dormir sur ton tapis ?» demande-t-elle. « Bien sûr, » répond Inès. « Mets ton lapin sur le lit, quand même. » Elles parlent un peu, chuchotent. Emma raconte des bribes de souvenirs avec sa mère. Inès raconte des histoires d'Algérie, d'où venait son propre père, qu'elle a peu connu. Un lien se tisse, fait de petites routines. Les tartines du matin, les trajets à l'école à pied, les chansons inventées pour se donner du courage les jours de contrôle. Yanni, de son côté, trouve dans la maison un calme qu'il n'avait jamais eu. Un bureau où réviser, un jardin où jouer avec Emma, et, étrangement, une figure masculine avec qui discuter. Un soir, il se risque à frapper à la porte du bureau de Thomas. « J'ai un truc à te demander, » dit-il, mal à l'aise. « Si c'est une augmentation, il faut voir ça avec ta mère, » plaisante Thomas. « C'est pour un stage de 3e, » répond Yanni. « Je dois en trouver un. Et, ton entreprise, elle est un peu cool, quand même. » Thomas l'observe, surpris et touché. « Tu veux faire ton stage chez Foodwise? Si ça ne te dérange pas. Sinon je trouverai ailleurs. De toute façon, je suis habitué. » Thomas secoue la tête. « Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Mais je veux que ce soit un vrai stage, pas un truc pour me faire plaisir. Tu vas devoir te lever tôt, porter des cagettes peu, écouter des réunions ennuyeuses. » « J'ai survécu à des conseils de classe avec ma prof principale, » répond Yanni. « Je peux survivre à tes réunions. » Il sourit. Ce contrat, qui, sur le papier, définissait des horaires et des tâches, devient peu à peu autre chose. Un cadre dans lequel une pseudo-famille apprend à se fabriquer un quotidien. Il y a bien sûr des accrochages. Thomas laisse traîner un mail où il parle d'Inès comme d'un atout précieux pour l'équilibre d'Emma. Inès tombe dessus et se sent réduite à un rôle. « Je ne suis pas un atout, Thomas, » s'énerve-t-elle. « Je suis une personne. »« Je sais, » rétorque-t-il. « Je l'ai écrit dans un contexte professionnel, mais tu as raison. Ce n'est pas le bon mot. Ils apprennent à dire « je » au lieu de « tu » dans les disputes. Ils apprennent à se pardonner des maladresses et, sans qu'ils le verbalisent, quelque chose change dans la façon dont Thomas regarde Inès. Plus seulement comme l'employée compétente qui a sauvé sa fille de quelques crises, mais comme une femme dont le rire lui manque quand elle passe la soirée chez sa sœur. De son côté, Inès surprend parfois son regard sur elle, plus long que nécessaire. Son cœur, qu'elle avait bien rangé, se remet à battre un peu trop fort à certains moments. Quand il passe une main dans ses cheveux en cuisine, mécanique, sans y penser, quand il s'effondre sur le canapé un vendredi soir, épuisé, et qu'elle a presque envie de poser la main sur son épaule. Elle se répète que c'est dangereux, qu'il est son employeur, qu'elle vit chez lui, qu'elle doit garder une distance.
Mais le destin, ou la vie, se moque souvent des distances qu'on essaie de garder. 3 mois après l'emménagement d'Inès et Yanni, un mail tombe dans la boîte professionnelle de Thomas. Objet, Foodwise. Article à paraître. Demande de commentaires. C'est une journaliste d'un site économique bien connu. Elle prépare un portrait. Quand les PDG réinventent leur vie familiale. Elle écrit « Nous avons appris que vous avez récemment recruté une collaboratrice pour vivre chez vous et s'occuper de votre fille, avec logement de fonction. Nous souhaiterions recueillir votre point de vue sur cette tendance nanny de luxe qui pose question du point de vue de l'égalité et des rapports de pouvoir. » Thomas lit et relit. Son cœur se serre. Ce qui, pour lui, est une solution fragile, bricolée avec respect, peut être interprétée comme un caprice de riche, un patron qui fait venir chez lui une salariée précarisée, mère solo, pour l'aider. Une relation déséquilibrée, potentiellement. Il pense à Inès, à ce que ça lui ferait de se voir décrite comme une nanny de luxe. Il répond prudemment, refuse l'interview. Mais l'article sort quand même, quelques jours plus tard. On ne cite pas son nom, mais les détails sont suffisamment reconnaissables pour que certains devinent. Dans les couloirs de Foodwise, des murmures. « T'as lu là ? Sur ce PDG qui fait vivre sa nounou chez lui ? C'est limite quand même. Tu crois que c'est Thomas ?» Une collègue tombe sur le texte, s'en offusque sur les réseaux. Quand les patrons confondent vie privée et vie pro, c'est toujours sur le dos des femmes précaires. Inès, elle, découvre l'article seulement le soir, en rentrant d'un rendez-vous chez l'orthophoniste avec Emma. Yanni lui montre son téléphone. « Man, regarde, on dirait grave toi et Thomas, non ?» Inès lit. Les mots lui brûlent les yeux. Salarié en situation de précarité, logement contre service, flou entre vie professionnelle et affective. Elle se sent mise à nu, caricaturée, piégée dans un scénario qu'elle n'a pas écrit. Elle reste longtemps à la table de la cuisine, l'article devant elle, sans bouger. Thomas rentre tard ce soir-là. Il claque la porte, lâche son sac, l'air préoccupé. « On doit parler », dit Inès, sans préambule. Il devine immédiatement. « Tu as vu l'article. Comment tu as pu croire une seule seconde que ce ne serait pas moi qu'il viserait, s'emporte-t-elle. Tu sais très bien que dans ces histoires, on pointe toujours la nounou, pas le riche patron. »« Inès, je n'ai jamais utilisé ce mot pour toi, » répliquait-il. « J'ai refusé de répondre à la journaliste justement pour te protéger. Et tu croyais qu'en ne parlant pas, ils allaient me laisser tranquille ?» Sa voix tremble. « Ce contrat, tu t'en rends compte, au fond, de ce que ça veut dire. Que je dépends de toi pour mon toit et mon salaire. Que si demain tu décides que tu n'es plus content de mon boulot, je perds tout, mon emploi, mon logement, la stabilité de mon fils. » Il encaisse chaque mot comme un coup. « C'est pour ça qu'on a mis des clauses, » rappelle-t-il. « Tu as un préavis, des garanties, légalement peut être coupe-t-elle. Mais dans la réalité, Thomas, qui va se battre contre toi? Tu es mon employeur, tu es chez toi, tu as les moyens. Moi, je suis qui? Hein? Une mère solo qui a accepté un contrat trop beau pour être vrai. » Elle se lève, tourne dans la cuisine comme un animal en cage. « Je me suis dit au début, c'est une chance, » continue-t-elle. « On va s'entraider. » Et c'était vrai. Ça l'est encore parfois. Mais là, je me rends compte que je suis coincé. Que si ça dérape, je n'ai nulle part où aller. Thomas sent la panique monter. « Je ne te menace pas, Inès, » dit-il. « Je ne te renverrai pas. »« Tu ne peux pas promettre ça, » rétorque-t-elle. « Tu avais bien promis à ta femme que ce serait pour la vie, non ? Et pourtant, il se fige. Le coup part trop loin. Elle s'en rend compte aussitôt. « Pardon, » murmure-t-elle. C'était bas. Il respire profondément. « Tu as le droit d'être en colère, » dit-il. « Parce que tu as raison sur un point. Il y a un déséquilibre, même si je n'ai jamais voulu en profiter. Ajoute à ça le fait que... » Elle s'interrompt, hésite. Elle allait dire « le fait que je commence à m'attacher », mais se ravise. Ajoute à ça le fait que les gens parlent, reprend-elle, et que je me retrouve collé à ton image.
à ton nom. On peut clarifier, répond-il. On peut communiquer différemment. Tu ne comprends pas, insiste-t-elle. Je ne veux pas dépendre de toi. Je ne veux plus jamais cette sensation qui me rappelle. Le visage de Julien lui revient en flash. Sa façon de décider pour elle, pour leur bien. Le SMS. J'ai besoin de savoir que si je suis là, c'est par choix, pas parce que je n'ai pas d'autre solution. Thomas se sent démuni. Qu'est-ce que tu proposes? Demande-t-il. Elle le regarde, les yeux brillants. Je crois que je dois partir. Le mot retentit comme une détonation. Partir? Répète-t-il abasourdi. Tu veux dire quitter la maison? Le poste? Je ne vois pas comment faire autrement, murmure-t-elle. Le contrat est trop lourd à porter pour moi, pour Yanni, pour Emma aussi, peut-être. Elle s'attache à moi. Si un jour on se dispute et que ça explose, ce sera elle qui morflera. Thomas sent un vide immense s'ouvrir. On peut revoir le contrat, dit-il rapidement. Séparer le logement et le poste. Je peux t'aider à trouver un appart, augmenter ton salaire, chercher une autre solution pour Emma. Je suis prêt à tout revoir. Il cherche son regard. Je ne veux pas te perdre, Inès. Ni comme collaboratrice, ni, il s'interrompt, ni comme quoi. Il n'a jamais osé mettre un mot sur ce qu'il ressent. C'est bien ça le problème, murmure-t-elle. Tu dis, je suis prêt à tout revoir, comme si tu écrivais un mail à un client. On ne peut pas gérer nos vies comme des tableaux Excel, Thomas. Elle ajoute, la voix brisée. Et je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance pour prendre des décisions en pensant d'abord à moi. C'est normal, tu as ta fille, ta boîte. Moi, je suis un paramètre en plus, et je refuse d'être un paramètre. Yanni, qui rentre du basket à ce moment-là, les trouve dans la cuisine. L'atmosphère électrique. Qu'est-ce qu'il se passe? Demande-t-il. Inès avale ses larmes. Rien, mon grand. On parle du contrat. Thomas, lui, décide, pour une fois, de ne pas tout contenir. Ta mère pense qu'elle doit quitter la maison, dit-il. Yanni se tourne vers Inès, choqué. Quoi? Tu me l'as pas dit. J'allais le faire, dit-elle. Mais pas comme ça. Pourquoi? C'est à cause de moi? S'inquiétait-il. Parce que je mets pas toujours mon assiette au lave-vaisselle, ou non, rien à voir. Coupe-t, elle en posant les mains sur ses épaules. C'est à cause d'adultes qui ne savent pas faire la différence entre un article de journaux et la vraie vie. Mais moi, je suis bien ici, lâche Yanni. Et Emma aussi, non? Il se tourne vers Thomas. Elle fait moins de crises. Elle rigole plus. Thomas ferme les yeux un instant. La vérité est là, mais il ne peut pas forcer Inès. Je vais réfléchir, dit-elle. Mais je crois que je dois au moins prendre de la distance. Elle regarde Thomas droit dans les yeux. Je n'aurais jamais dû mélanger autant les choses. Le boulot, le logement, le quotidien, et ce que je ressens. Le mot lui échappe. Ce que tu ressens, répète Thomas. Elle secoue la tête. Laisse tomber. Elle s'enferme à l'étage, laissant Thomas et Yanni dans une cuisine trop silencieuse. Les jours suivants sont remplis de non-dits. Inès fait son travail, avec sérieux. Mais elle garde une distance glacée. Thomas multiplie les réunions, comme s'il pouvait éteindre le feu intérieur par l'épuisement. Emma, elle, sent tout. Elle se remet à se réveiller la nuit. Elle redevient mutique à l'école. Un soir, elle s'approche de Thomas, un livre à la main. « Papa, oui mon ange. Inès va partir ?» Il sent une douleur aiguë dans sa poitrine. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce qu'elle parle plus comme avant, » répond Emma. « Et parce que vous avez tous les deux des yeux de gens qui vont partir. » Il ne sait pas quoi répondre. « Tu sais, » dit-elle, « si elle part, ce ne sera pas parce qu'on n'était pas assez. Ce sera parce qu'elle a peur de ce qui s'est passé avant. » Elle le regarde intensément. « Toi aussi, tu as peur. » Il laisse tomber la façade. « Oui, avoue-t-il. J'ai très peur de perdre encore quelqu'un. » Emma prend une grande inspiration. La psy a dit que quand on a très peur, parfois, on doit faire des choses qui font encore plus peur pour que ça aille mieux après. Elle fronce les sourcils.
C'est bizarre, mais elle a dit que c'est comme ça. Thomas rit tristement. Elle a raison. Alors, tu devrais parler à Inès, conclut Emma, mais pour de vrai, pas comme au travail, avec ton cœur. Parfois, les enfants voient plus clair que les adultes. Le lendemain, Thomas prend une décision qu'il remet depuis trop longtemps. Il sort le contrat d'Inès de la chemise bleue, le pose sur son bureau. Il le relit, article par article. Horaire, salaire, logement, obligations, clause de résiliation. Il prend un stylo, entoure certaines phrases. Puis il prend une profonde inspiration, se lève et monte à l'étage. Inès est assise à la table, un dossier de la psy d'Emma devant elle, un thé à moitié froid. « On peut parler » demande-t-il. « J'ai 10 minutes avant d'aller chercher Emma » répond-elle, sans le regarder. Il pose le contrat devant elle. « D'abord, je veux te dire que tu avais raison » commence-t-il. « Ce contrat tel qu'il est te met en position de faiblesse, même si ce n'était pas mon intention. » Elle reste silencieuse. « Alors j'ai décidé de le rompre, » dit-il. Elle relève la tête, inquiète. « Tu me licencies » ? Non, répond-il. Je romps le contrat pour qu'on en écrive un autre. Ensemble. Il sort une deuxième feuille. J'ai fait préparer un nouveau contrat de travail. Sans logement cette fois. Juste un CDI, avec un bon salaire, une description de poste claire. Coordinatrice familiale, si tu veux garder ce terme. Tu serais salarié de Foodwise, pas de moi. Tu aurais droit au chômage si un jour ça s'arrête. Un vrai cadre, comme pour les autres. Elle cligne des yeux. Et le logement ? demande-t-elle. Le logement, dit-il, c'est autre chose. Il sort cette fois un bail. Je te propose un bail de location pour l'étage. À ton nom. Tu paieras un loyer, raisonnable, un peu en dessous du marché, parce que je ne suis pas non plus un monstre. Mais tu ne seras plus dépendante de ton poste pour ton toit. Si un jour tu changes de boulot, tu peux rester. Si un jour tu veux partir, tu pars, avec préavis normal. Elle prend les documents, les parcours, tremblante. Tu as fait tout ça. Quand ? Ces dernières nuits, avoue-t-il, j'ai appelé mon avocat, le DRH, l'assistante sociale. J'ai expliqué que la situation actuelle n'était pas saine pour toi. Ils m'ont aidé à remettre les choses dans le bon ordre. Inès sent une vague d'émotion la submerger. « Pourquoi » murmure-t-elle. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que je ne veux pas que tu restes ici par peur, » répond-il. « Je veux que si tu restes, ce soit par choix. Et je sais que tant que tu dépendras de moi pour tout, ce ne sera jamais un vrai choix. » Il s'assoit en face d'elle. « Je t'ai proposé un contrat au début, parce que c'est le seul moyen que je connaissais pour sécuriser les choses. C'est mon réflexe de PDG. On écrit, on signe, on contrôle. » Il la regarde intensément. « Mais ce qui s'est passé entre nous, ça dépasse largement un contrat de travail. » Elle retient sa respiration. « Entre nous ?» répète-t-elle. « Entre nous, oui, confirme-t-il. » Il prend une grande inspiration. « Inès, je suis tombé amoureux de toi. Maladroitement, lentement, sans le dire. Je me suis caché derrière le mot contractuel pour ne pas avoir à l'avouer. Parce que j'avais peur. Peur que tu dises non. Peur de mélanger encore les choses. Peur de te faire fuir. » Elle ferme les yeux un instant. « C'est beaucoup, » dit-elle. « Je sais. Et tu n'es pas obligé de me répondre maintenant, ni dans ce sens-là. Je voulais juste que tu saches que si je me bats pour clarifier les choses, ce n'est pas seulement pour Emma, ou parce que j'ai bonne conscience, c'est aussi parce que je tiens à toi, et que je refuse d'être un nouveau Julien dans ton histoire. » Le nom prononcé comme ça, sans agressivité, la surprend. « Tu ne sais rien de lui, » murmure-t-elle. « J'en sais assez, » répond Thomas. « Assez pour comprendre que tu as été trahi, et que ton réflexe, maintenant, c'est de fuir dès que tu sens un déséquilibre. » Il pose les mains à plat sur la table. « Je ne te promets pas qu'on ne fera jamais d'erreur, mais je peux te promettre que je ne disparaîtrai pas par SMS, que si un jour tu veux partir, on en parlera, que si un jour je sens que je n'arrive plus à aimer juste,
je te le dirai. Je ne déciderai jamais à ta place de ce qui est bon pour toi. » Elle laisse tomber les épaules. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours coulent enfin. « Tu ne te rends pas compte à quel point tu touches là où ça fait mal, » dit-elle en riant à travers ses sanglots. Elle respire. « Quand tu m'as proposé ce premier contrat, j'ai eu l'impression que le destin me donnait une chance. Un toit, un boulot, un environnement stable pour mon fils. Et je me suis dit, c'est trop beau, il y aura forcément un piège. » Elle le regarde. « Et puis je t'ai vu avec Emma, avec Yanni. J'ai vu tes efforts, tes failles, et j'ai commencé à m'attacher. C'était pas prévu, pas du tout. » Elle rit, secouée. Et puis, l'article, les regards, la précarité, tout est remonté. J'ai paniqué. Je me suis dit, voilà, encore un homme qui aura un pouvoir immense sur ma vie, sans même s'en rendre compte. Elle pose sa main sur le contrat. « Le fait que tu aies fait tout ça pour remettre les choses à plat, ça change tout, Thomas. » Il inspire, l'espoir dans les yeux. « Ça veut dire que tu vas rester ?» Elle réfléchit. Longtemps, on pourrait presque entendre les rouages de son cerveau. « Je veux rester, » dit-elle enfin, « mais à certaines conditions qui ne seront jamais écrites dans un contrat. » « Lesquelles ? Que tu continues à parler avec ton cœur, et pas seulement avec ta casquette de PDG, répond-elle. Que tu me laisses le droit de te dire non, même si ça te frustre. Que tu acceptes que j'ai ma vie en dehors de toi, de vous, mes amis, ma famille, mon espace. D'accord, dit-il. Et, elle hésite, si un jour on décide d'être plus que 2 parents solos qui cohabitent, alors ce ne sera pas parce que c'est pratique pour les plannings. Ce sera parce qu'on en a envie tous les deux, sans pouvoir, sans dette, avec la possibilité de se tromper aussi. Il sourit, ému. « Je crois qu'on peut faire ça. » Elle le regarde longuement. « On essaye ?» dit-elle. « On essaye, » répond-il. Ils restent là, sans se toucher encore, à se regarder, comme 2 personnes sur le bord d'un plongeoir. Ce n'est pas un coup de foudre, pas un feu d'artifice. C'est une décision lente, consciente, de lâcher un peu la rambarde. Les années qui suivent n'enlèvent rien à la difficulté de la vie. Emma continue d'avoir, parfois, des moments d'angoisse. Mais elle a désormais une équipe autour d'elle. Son père, Inès, sa psy, et même Yanni qui sait, mieux que personne, la faire rire en imitant ses profs. Yanni fait son stage chez Foodwise. Il découvre les coulisses, les préparations, les livreurs, les réunions. Il se passionne pour la logistique. Un jour, il annonce à Thomas « Je crois que j'ai envie de bosser là-dedans plus tard. Peut être avec toi, ou ailleurs. » Mais dans ce monde-là, Thomas ressent une fierté qu'il n'avait encore jamais ressentie dans sa carrière. Inès, elle, devient officiellement responsable du bien-être et de la coordination familiale chez Foodwise. Un poste inventé, dont se moquent certains, mais que beaucoup lui en vient. Elle anime des ateliers pour les salariés parents, parle d'équilibre, de fatigue, d'entraide. À la maison, elle et Thomas avancent prudemment. Ils mettent du temps à se dire « en couple ». Ils attendent encore plus avant de partager une chambre. « Je veux que ce soit clair pour Emma et Yanni », dit Inès. Pas un truc flou où ils nous surprennent un matin et se sentent trahis. Ils finissent par organiser un dîner. Tous les 4. « On a quelque chose à vous dire », annonce Thomas. Emma écarquille les yeux. « Vous allez vous marier ?» s'exclame-t-elle. « Non, pas tout de suite », rit Inès. « On voulait déjà vous dire que on s'aime, ton père et moi, et qu'on a envie d'être un couple, même si, dans les faits, on vivait déjà un peu comme ça. » Yanni hausse un sourcil. « On avait remarqué, dit-il. » Emma, elle, sourit de toutes ses dents. « Ça veut dire que ce n'est pas juste un contrat, alors, dit-elle. C'est aussi de l'amour. » Thomas et Inès échangent un regard. « Oui, » répond Thomas. « Il y a encore un contrat de travail, un bail, tout ça. Parce que c'est important que chacun ait sa place, ses droits. Mais il y a surtout ce qu'on se promet en dehors des papiers. Tu vois, papa, la psy, elle avait raison, ajoute Emma. Des fois, le courage,
c'est de faire des trucs qui font peur. Elle se tourne vers Inès. Merci d'avoir eu peur avec nous. Inès sent sa gorge se serrer. Merci à vous de m'avoir laissé entrer, répond-elle. Plus tard, une fois les enfants couchés, Thomas et Inès sortent sur la terrasse. La Loire reflète les lumières de la ville. Il se met à pleuvoir, doucement. Tu te souviens, dit Thomas. La première fois qu'on s'est vraiment parlé, c'était pour un contrat. Oui, répond Inès. Un contrat qui m'a fait peur, mais qui m'a quand même donné envie de dire oui. Elle sourit. Je croyais que le destin s'était contenté de me tendre un piège. En fait, il m'a offert une famille. Il la prend dans ses bras. Et moi, je croyais que je proposais juste un contrat pour sauver ma fille, dit-il. Le destin m'a rappelé que j'avais, moi aussi, le droit à une deuxième chance, à l'amour. Même après, même cabossée, elle pose sa tête contre son épaule. Tu sais ce qui est beau, murmure-t-elle, c'est qu'on a arrêté de croire que les contrats pouvaient tout sécuriser, et qu'on a commencé à croire qu'on pouvait s'offrir autre chose, la confiance, la parole, la possibilité de partir sans se détruire. Ça ne passera jamais devant notaire, plaisante Thomas. Et pourtant, c'est beaucoup plus précieux, répond-elle. Sous la pluie fine de Nantes, il reste là, silencieux. Il lui a proposé un contrat. Le destin lui a offert l'amour. Pas l'amour des contes de fées, protégé par des clauses et des promesses impossibles, mais un amour qui connaît les peurs, les ruptures, les responsabilités. Un amour qui laisse vivre, qui laisse respirer, qui ne tient pas l'autre en captivité. Et dans la maison blanche aux volets gris, derrière eux, 2 enfants dorment. Ils ont connu, eux aussi, la peur de perdre. Ils apprennent, eux aussi, qu'on peut choisir de rester. Jour après jour, au-delà de tous les contrats,